Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. On fait le tour des unes de presse avec Florence Lamoureuse. Salut Florence. Allô Alexandre, c'est la une du Journal de Montréal ce matin. Les familles qui cherchent à devenir propriétaires vont devoir payer environ 6 000 $ de plus en mise de fonds par rapport à l'an dernier. Wouhou! Depuis le début de l'année, les prix ont bondi de 6 % partout dans la province, c'est pas rien. Et juste à Québec, c'est de 9 %. Je vous invite à aller lire le dossier complet également sur le site du Journal de Montréal. C'est super bien expliqué. Vous allez voir le dossier par dossier, le portrait peu reluisant, décourageant en lien avec le prix des maisons. On pensait avec la baisse du taux directeur de 0,25 le 5 juin dernier, que ça allait pousser les acheteurs à procéder à une transaction. Mais non, parce que les prix continuent de monter. C'est 6 000 $ de plus que vont devoir débourser les familles, les nouveaux acheteurs, pour une mise de fonds de 20 %. 20 % qui est déjà beaucoup parce que vous comprenez bien que comme le prix des maisons est plus haut, 20 % sur 300 000 ou 600 000 $, c'est pas la même chose qu'on doit débourser. Puis Alexandre, je vais te faire une petite devinette. Selon toi, le prix médian d'une résidence unifamiliale, le prix médian au Québec, c'est combien selon toi en moyenne? Oh boy, médian, puis là, le Québec au complet, je peux pas croire que c'est en bas de 350 000. On doit être 375, 400. Plus que ça, 452 000. Ah! En moyenne. Juste pour Montréal, c'est 500. Ah, je suis déprimé. C'est 568 000 $ et 375 000 à Québec. Et là, un prix médian à Montréal de 568 000 $. Moi, je suis allée voir des maisons ce matin là, pour le fun en regardant sur Centris. Il n'y en a pas beaucoup à ce prix-là. C'est bien plus haut que ça. Puis pourquoi? C'est quoi les raisons qu'on évoque? La raison principale qui explique les prix vraiment très, très hauts dans la province, c'est l'offre restreinte des propriétés à vendre. Ce que les gens, en fait, les compagnies qui aident à construire des immeubles, les gens qui prennent les contrats disent, c'est qu'on a tellement également de règlements, de limites. Par exemple, les densités, les règles de ratio, les stationnements, ce que les clients veulent, les espaces commédiaux, les règlements de zonage trop stricts qu'on doit respecter, les restrictions sur les caractéristiques des bâtiments, comme la hauteur, les dimensions, les matériaux, les permis obligatoires, les taxes foncières, le contrôle des loyers. Ça, c'est juste quelques raisons que je vous donne, mais il y en a beaucoup plus que ça. Je ne vais pas vous étourdir ce matin, mais il y en a beaucoup pour vous donner des exemples de pourquoi il y a moins de constructions qui se font. Parce que qui veut avoir des contrats, surtout à Montréal, avec autant de restrictions à respecter? Donc, c'est ce qui explique que les gens, qu'il y a moins de logements, donc les gens achètent moins parce qu'il y a moins de choix sur le marché. Donc, c'est certain que c'est vraiment décourageant de lire ça. C'est une nouvelle, Alexandre, on n'est pas rendu encore bientôt à acheter notre première propriété. Puis je suis complètement découragée. Ah, moi, c'est sincèrement un des sujets qui me rend le plus cynique. Là. Je m'excuse, j'aimerais ça être un phare de joie, d'espoir pour l'avenir, pour tous ceux qui n'ont pas acheté encore une propriété. J'aimerais ça, être tout rose, puis tout bonbon, puis tout content pour tout le monde. Je m'excuse, je suis pas capable, sincèrement. Je m'excuse à nos auditeurs, parce que moi, le sujet de l'accès à la propriété au Québec, c'est un truc déprimant, là. Mais déprimant. Fait d'anxiété. C'est comme vivre un peu dans le déni. Notre génération, c'est soit nos parents vont nous aider ou je gagne à la loterie. Il n'y a pas de moyen, sinon, pour moi, d'accéder à la propriété. Ça se fait pas. Parce qu'on paie des loyers astronomiques. Fait que comment tu veux essayer de t'en mettre de côté quand le coût de la vie augmente? Ah oui. Les loyers augmentent. Les loyers augmentent en malade. Nos épiceries, c'est crime. On est rendu qu'on paye quasiment le double de ce qu'on payait l'année passée. Là, tout augmente. Là, ils nous augmentent nos prix de cartes de transport en commun. Ils augmentent le prix de tout. De tout ce qu'on utilise ou ce qu'on fait, ça augmente. Nos salaires ne suivent pas. Le prix des propriétés augmente. On le sait qu'il y a une crise du logement. On n'est pas capable de construire plus. Tout le monde dit, voici les raisons qui nous poussent à ne pas être capable de construire plus. Peut-on faire quelque chose? On fait rien. Ça stagne. On construit pas plus. Ça avance pas. Il n'y a rien qui change. J'ai l'impression qu'on fait juste comme être assis puis regarder le train qui bouge puis les propriétés augmentent encore. Puis l'année prochaine, ça va être, je te le promets, là, Florence, l'année prochaine, ça va être tiens, les prix des propriétés augmentent encore. Les mises de fonds sont plus grosses. Je me dis en lisant ça, on en parle beaucoup dans la dernière année, comment ça peut augmenter encore plus à ce rythme-là? Ça n'a juste pas de sens. Je vais vous donner un exemple d'une maison unifamiliale. Le prix médian, 553 000 $. Augmentation depuis l'année dernière, 5 %. Là, on nous dit, OK, une mise de fonds minimale que tu peux essayer de te financer, mais c'est difficile, 30 000 $.
puis une mise de fonds de 20 % avec l'augmentation, 110 000 $. Oui, parce que tout le monde a ça, 110 000 qui traînent dans ses 110 000. poches à cette époque, dans cette économie. Non, c'est sincèrement déprimant. Je le sais pas. Je vois pas comment on peut éviter de juste être dans une spirale dans laquelle ça va constamment augmenter. Tu essaies de se financer une mise de fonds minimale pour espérer juste à mettre 30 000 $. Allez négocier votre hypothèque après avec les taux d'intérêt. Fait des années, combien ça va vous coûter par mois? Fait des années que j'économise, Flo. Fait des années que j'économise, que je mets de l'argent de côté, que je me dis, bon, j'aurai assez pour une mise de fonds, maintenant. C'est pas compliqué. Là, juste cette augmentation-là, elle dépasse ce que je réussis à mettre dans une année de côté. OK? Fait que chaque année, je m'éloigne d'accéder à une propriété. Puis je le sais, là, je dis ça dans mon cas, je suis pas à plaindre, je vis bien, j'ai un logement que j'aime. Le reste, ça va. Là. Je suis pas à plaindre, je suis pas à la rue. Je veux pas me plaindre le ventre plein. Là. Mais maintenant, j'aimerais ça accéder à la propriété. Ouais, mais je pense qu'on a tous le droit, qu'on a des emplois stables, de vouloir accéder à la propriété, puis que ce soit pas un rêve utopique, puis qu'à chaque année, on nous dise que ça va être des dizaines de milliers de dollars de plus. Hey, tu veux pas? Ça, je dis ça en étant aussi en ayant une conjointe là, qui veut également réaliser ce rêve-là. Faut que tu sois à deux pour faire ça. Mais les personnes seules qui essaient d'acheter quelque chose, oubliez ça. Mais oubliez ça, à moins que vous fassiez ben de l'argent. Puis là, tu parlais de mise de fonds minimale. Parce qu'une mise de fonds minimale, t'as une hypothèque de malade là, après ça. C'est ça, des 4-5 000 $ par mois. Et qui va pouvoir payer ça? Personne. Non, c'est vraiment déprimant de voir comment ça s'orchestre. Là. Il y a des régions du Québec où c'est encore un peu plus abordable, mais faut s'expatrier, faut aller en région. Hein? Après ça, on fait « mais comment ça se fait que Montréal perd du monde chaque année qui s'en va en région? Mais je ne comprends pas ce déplacement entre régions. » C'est des statistiques de Statistique Québec, Statistique Canada. On se demande pas pourquoi. Mais petite anecdote avant qu'on passe au prochain sujet. Moi, mon loyer, on est 3 par mois, ça coûte 2100. Là, il vient d'augmenter. Donc, moi, ça me coûte à peu près, je paye un peu plus parce que j'ai une grande chambre, ça me coûte 820. Mais j'ai une amie qui a déménagé au Saguenay récemment. Elle a acheté une maison avec son copain. Son hypothèque par mois, il coûte 800. 800 à 2. Ouais. Ça lui coûte le prix de mon loyer. Moi, je suis 3. On est 3. Ah, c'est sûr. C'est sûr. C'est pour ça. Faut ça. Faut s'en aller en région, faut aller s'expatrier, puis garder, c'est bien correct. Sérieusement, là, si vous voulez aller visiter d'autres belles régions du Québec que Montréal, je vous y invite fortement. Parce que, regarde, c'est pas tout le monde qui est obligé d'être dans la métropole pour mener son emploi puis avoir une bonne vie. Je pense sincèrement vous êtes mieux ailleurs. Vous êtes mieux ailleurs parce qu'ici, bonne chance pour les prochaines années à venir. Je m'excuse, j'aimerais ça être positif. J'essaye. On va l'avoir prochaine fois. On va en demander à Francis Gosselin tantôt, là, notre économiste maison, ce qu'il en pense, pour de nous rassurer. J'espère qu'il va être capable. Tout savoir en 24 minutes. On a eu des nouvelles du pilote d'hydroplane, le pilote de 56 ans qui se trouvait aux soins intensifs depuis dimanche après-midi après être resté coincé dans l'eau sous son bateau de longues minutes lors d'un accident aux régates de Valleyfield. Et il est finalement décédé selon ce qu'a annoncé sa famille. Et les hommages, Alexandre, sont vraiment partout sur les réseaux sociaux. Pour ceux qui nous écoutent en vidéo, je voyais ça circuler hier partout dans mon fil Facebook. C'est les régates de Valleyfield là, qui ont publié un message à la mémoire de François Leroux. Plusieurs personnes le partageaient. Puis écoutez, c'est sûr que cette nouvelle-là, ça s'est passé aux régates de Valleyfield. C'est beaucoup de gens de régions qui vont là. On connaissait cet homme-là qui était pilote depuis plusieurs années. Puis aussi, faut savoir que l'accident s'est passé quand les estrades étaient pleines. C'était dimanche, il faisait beau. Les estrades étaient pleines à craquer pour la finale de la compétition. Et là, bien évidemment, quand l'accident s'est passé, on entendait les cris. C'est vraiment épouvantable ce qui s'est passé. Puis, normalement, dans les compétitions de régate, il faut savoir que c'est un sport qui est assez dangereux. On est habitué de voir des accidents du genre un bateau va rentrer sur l'autre ou quoi que ce soit, vraiment des accidents d'un bateau avec un autre bateau. Mais ce qui s'est passé dimanche, c'est carrément le bateau qui a pris dans le vent. Le conducteur a complètement perdu le contrôle de son véhicule. La régate a pris dans le vent. Le temps que les secouristes arrivent au milieu de l'eau, malheureusement, M. Leroux a été coincé sous l'eau. C'est fort probablement noyé. Donc, c'est vraiment épouvantable ce qui s'est passé. Puis, ça s'est passé sous les yeux de la famille, de son équipe, de tous les participants qui étaient là. Je pense que quand on va voir cette compétition-là, on le sait que c'est un sport dangereux, mais on s'attend pas à ce qu'un accident, veut pas, arrive comme ça aux yeux de tous. Mais
c'est dans les dangers de pratiquer de sport-là. La plupart le font bénévolement, par passion, mais c'est très dangereux. Il y a pas long, il y a, je pense, 5 ans, au Regatta de Valleyfield, c'est un homme qui s'est fait carrément trancher la tête là, par l'hélice de son hydroplane. Donc, c'est quelque chose qui est très, très dangereux, mais évidemment, on souhaite nos condoléances à la famille. Ouais, nos pensées sont avec eux, puis c'est peut-être ce que tu viens de dire qui est le plus horrifiant. C'est arrivé devant sa famille, c'est arrivé devant ses amis, c'est arrivé devant tout le monde qui aime. Là. Ouais. C'est rare que tu as une foule de spectateurs qui est là pour assister à ta propre mort, on se comprend, puis un accident mortel. C'est horrifiant, c'est horrible à regarder. Vraiment, toutes nos pensées avec la famille. Oui, t'as raison, c'est un sport dangereux. Je pense que cet homme-là savait quand même dans quoi il s'embarquait. Là. Quand tu pratiques un sport risqué, quand tu pratiques quelque chose d'extrême, tu sais qu'il y a toujours un risque, mais tu t'attends quand même pas à mourir devant famille et amis. Non, toutes nos condoléances, sincèrement, à tous ceux qui sont touchés par cette tragédie. Tout savoir en 24 minutes. Lundi soir, le baseball majeur a connu l'une des pires interprétations des hymnes nationaux de l'histoire du sport professionnel par la chanteuse country Ingrid Andress. Chanteuse quand même, Alexandre, qui cumule les écoutes sur les plateformes comme Spotify, qui devait lancer le coup d'envoi de sa nouvelle tournée avec son interprétation au baseball. Mais tout le monde se demandait depuis lundi, ça circulait, sa prestation. Qu'est-ce qui s'est passé avec elle? Ben avant que je vous l'explique, écoutons quand même un extrait de sa performance qui commence pas trop pire, mais qu'à un moment donné, on se dit, ben qu'est-ce qui se passe? Broad stripes and bright stars through the perilous fight, o'er the ramparts we watch were so gallantly streaming. Et là, on voit les joueurs qui se retiennent de rire. Alors, continue, Jean-François, c'est trop bon. Mes tympans. Ah, OK, c'est assez. Genre, on s'excuse de vous soumettre à tout ça encore une fois. Puis là, depuis lundi, tout le monde partageait ça, disait, ben, qu'est-ce qui s'est passé? Quand on va écouter ces chansons sur YouTube, sur les plateformes d'écoute, tu sais, ils chantent pas comme ça du tout. Et finalement, mardi après-midi, elle a publié un message sur Instagram, sur son compte X, disant, et là, je vous le traduis, je vais pas vous bullshit pour utiliser ces mots. J'étais saoule hier soir. Je me présente dans un établissement aujourd'hui pour obtenir l'aide dont j'ai besoin. Ce n'était pas moi hier. Je m'excuse à l'organisation, à tous les fans et à ce pays que j'aime pour cette interprétation. Je ferai savoir à tous comment se déroule la thérapie. J'ai entendu dire que c'était super amusant. La fin, je posais un petit peu de questions. C'est de l'ironie. De l'ironie, mais voilà, donc elle a annoncé qu'elle était, disons, plus que pompette lors de sa prestation. Pour ceux qui l'ont vue, je me dis, ça peut peut-être s'expliquer, on la voit, elle a l'air un peu confuse, elle regarde des fois en l'air. Mais écoutez, c'est sûr que le coup d'envoi, le tremplin publicitaire de sa prestation, ben, c'est complètement raté. Tu as torché quand chantait les hymnes nationaux. Honnêtement, ça s'invente pas. On le revoit en visuel en ce moment. Là. Ouais. Honnêtement, ça s'invente pas. T'es là, tu veux lancer ta tournée, tu te prends une coupe de verre, t'es nerveuse, puis là, maintenant, hey, c'est à toi. Oups. Là, tu te rends compte que t'es bien saoul. Tu dis, je suis capable de le faire. Ouais. Donnez-moi le micro. Donnez-moi le micro. Genre. Mais tu fais pas partie, toi, ceux qui disent que c'était arrangé puis que c'est pour faire une publicité. Hier, Jean-François Barry me disait, ben écoute, aujourd'hui, le nombre de gens qui doivent aller écouter ces chansons sur les plateformes, ça doit mousser ses écoutes et tout ça. Ouais. Moi, je me dis, tu peux pas essayer d'orchestrer, d'être complètement ivre à une prestation puis de faire le tour de la planète. Je suis désolée. Mais écoute, moi, je vais pas embarquer dans la théorie du complot de Jean-François Barry, que je salue, notre estimé collègue. Ouais, mais ça, c'est théorie complotiste, là. Je pense pas surtout avoir toute la haine que cette femme-là a reçue sur les réseaux sociaux. C'est ça aussi qu'on sous-estime, puis qui est un peu triste, là. Je comprends, c'est horrible, c'est drôle aussi comme histoire, là. C'est interprété de cette manière-là. Oui, c'est une insulte. Hier, Roger Brulotte était avec nous dans le précédent épisode pour expliquer, lui qui a chanté lui-même des hymnes nationaux à 2 reprises dans un stade de baseball, quand même, faut lui donner. Et il dit, ça, c'est une honte pour les militaires, c'est une honte pour les vétérans, parce que c'est pas majoritairement pour eux qu'on chante ça, pour les honorer. Et il dit, à part ça, pourquoi elle ferait ça?
pourquoi elle s'exposerait à autant de haine en ligne? Ouais, c'est ça. Pourquoi elle s'exposerait à autant de gens qui sont en beau joie le vert, qui la traitent de tous les noms? Puis là, je veux dire, sa tournée, oublie ça. Elle vient de dire qu'elle s'en allait en rehab. Tu sais, elle s'en va en désintox. Après ça, je veux dire, ça me fait toujours rire, là, les gens, des célébrités qui se font prendre une fois saoul puis qui disent « Je m'en vais en désintox, là, c'est fini, je serai plus jamais sous de même. » Je veux dire, assume, là, Caroline, tu t'es torché, là. Si t'es pas une alcoolique fonctionnelle ou une alcoolique tout court qui boit tous les jours, qui traîne, qui a un gros problème d'alcool, t'sais, calme-toi, là. Mais là, c'est un stunt pas c'est un stunt publicitaire, là, c'est un stunt de relations publiques. Alors, regarde tout ça. Ah, les gens ont l'air frus. Merde, j'étais vraiment saoul. OK, bye, je m'en vais en désintox. Enfin, je me prends en main. Bah, regarde, je veux dire, elle a fait une grosse connerie. Elle va le payer, puis elle va le payer en tabarnak, par contre. Oui. Ça, c'est important de le dire. Elle va vraiment payer pour. Puis je pense pas qu'elle a voulu orchestrer ça. Je pense qu'elle était mieux de partir en tournée. Ça se passait bien, ces affaires. Ouais. Tout savoir en 24 minutes. Selon un récent sondage Léger TVA dévoilé mardi, Donald Trump et Joe Biden sont très près dans les intentions de vote des Américains. Tout ça après la tentative d'assassinat sur Trump. Si l'élection avait lieu maintenant, selon le sondage, eh bien 46% des Américains sondés entre le 12 et le 14 juillet 2024 voteraient pour le candidat républicain Donald Trump contre 43% pour le candidat démocrate et actuel président Joe Biden. Puis avant de continuer, j'aimerais qu'on écoute les constats des résultats de Jean-Marc Léger, qui est à la tête là, de la firme qui a fait le sondage, qui explique bien un peu ces résultats-là. Non, ça demeure dans la marge d'erreur. Donald Trump a pris l'avance depuis le débat qui a eu lieu il y a 3 semaines. Là. Regardez les dates, c'est important, entre le 12 et 14 juillet. L'attentat a eu lieu le 13 juillet. Fait qu'on a une mesure avant, le soir et après. Et aussi bizarre qu'on puisse le voir, ça n'a pas changé. Le 3 points d'avance, je l'ai eu vendredi, je l'ai eu samedi, je l'ai eu dimanche. Fait que les gens, dans le fond, vont prendre le temps d'absorber tout ça avant de varier en termes d'intention de vote. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, regardez le 46% à Donald Trump, c'est le même score qu'il a obtenu en 2016 et le même score en 2017, il y a eu 47%. La différence, c'est Joe Biden qui avait obtenu 51%, qui baisse à 43%, et ça s'en va chez les autres. L'autre facteur à considérer avec ce sondage-là, c'est qu'il y a toujours un effet levier à post-convention d'entre 2 et 4 points. Ouais. En 2016, Donald Trump a gagné 4 points après la convention. En 2020, il a gagné 2 points. Donc, s'il y a 3 points d'avance, dites-vous que ça risque d'être un peu plus après la convention. Donc, vous venez d'entendre Jean-Marc Léger, qui est le président de la firme Léger, qui a fait ce sondage-là. Donc, c'est sûr que c'est pas beaucoup d'écart, mais ça donne quand même une idée. Ah non, en politique, c'est beaucoup. Des points comme ça de pourcentage, c'est quand même beaucoup, surtout dans un univers aussi polarisé que celui de la politique américaine. Par contre, le fait que les résultats ne changent pas, peu importe ce qui se passe, l'assassinat, le débat avait fait changer les choses, on se comprend. Là. Je pense qu'il y a du monde qui ont fait le saut en tabarouette en regardant Joe Biden mener un débat misérable en s'effaçant complètement. Mais à part ça, je veux dire, les gens sont déjà campés sur leur position. C'est ça qui est assez spécial là, dans la politique américaine du moment. Quand tu as 2 partis, tu as 2 options. Je sais qu'il y a 11% dans autres, puis c'est d'autres candidats indépendants, un peu étranges. Je veux dire, il y a Robert Kennedy qui est là. Robert Kennedy, je rappelle, monsieur, il y a un ver qui a mangé une grosse partie de mon cerveau. Je suis un anti-vax convaincu qui écrit des livres sur le fait que les vaccins vont tuer la moitié de l'humanité si on les laisse faire. Candidat à la présidence, indépendant. Il va y avoir une coupe de vote, je veux dire, c'est pas le pogo le plus dégelé de la boîte, puis je veux dire, il se compare avec Biden puis Trump, fait que ça va déjà mal de son côté. Mais je veux dire, c'est que le monde sont campés. T'as 2 options. T'en as véritablement 2. Fait que c'est sûr que t'es dans une équipe ou t'es dans l'autre. C'est la rivalité Montréal-Québec. T'es rouge ou t'es bleu. C'est tout. Il y a rien d'autre. Il y a pas d'autre camp. Fait que si t'es contre les politiques de Donald Trump, t'es contre les politiques de Joe Biden, t'es dans l'autre camp. Point à la ligne. Fait que ça change pas grand-chose. C'est pas comme si tu votais au Québec, au Canada, où tu as d'autres options, une 3e, une 4e option, où là, tu te dis, bon, OK, ouais, cette partie-là m'a déçu, je me réoriente pour celui-là, c'est pas toutes mes politiques, mais au moins, ils veulent mettre en place telle affaire qui sont différentes. Ça te permet d'avoir une pluralité de vote, d'avoir d'autres options. T'as pas ça aux États-Unis, il n'y a pas d'autres options. C'est eux ou nous, 1 ou 2, blanc ou noir. T'as le choix, that's it, c'est tout. Ça, je trouve ça débile. Je vais te le dire, débile profond dans le système américain, que ce soit bipartite. Je veux dire, je comprends, là, au fédéral, au Canada, il y a 2 partis qui peuvent vraiment gagner. Là. On se comprend, mais au moins, tu as d'autres partis que tu peux élire, qui vont aller représenter les intérêts, pas aux États-Unis. Fait que
Je pense pas là, que le monde qui haïsse Trump là, puis qui le regarde comme un danger pour la démocratie, ça pourrait être Biden ou une chaise vide. Il voterait pour la chaise vide, pas pour Trump. Fait que c'est sûr que même les déboires comme ça sont pas capables de changer quoi que ce soit. Ça va pas être facile de mener des sondages comme le fait M. Léger. Là. Mais il y a un autre élément dont je voulais te parler dans le sondage qui est assez intéressant. 50% des répondants qui ont affirmé qu'une démission de Joe Biden n'aurait aucun impact sur leur intention de voter pour le Parti démocrate. Donc, c'est exactement ce que tu disais. Et 28% des Américains sondés indiquent qu'ils seraient plus enclins à voter pour le parti de Joe Biden si celui-ci était remplacé par un autre candidat, et là, je cite, haut placé. Mais toi, tu penses encore que Biden pourrait quitter à ce temps-ci? J'aimerais tellement ça. Pour moi, c'est d'une absurdité crasse qui décide de s'accrocher puis de rester dans l'état actuel des choses. Là. Vraiment, vraiment un coup d'ego pour un homme qui, toute sa carrière, a été capable de mener ça de manière calme, posée, concise. Moi, Joe Biden, depuis le mi-mandat, là, les élections de mi-mandat, que j'étais convaincu qu'il partirait. Il dit non, je reste. Je déterminé à rester. OK, mais penses-tu vraiment qu'il peut toffer 4 ans dans tous les cas? Je veux dire, s'il est élu, il va être élu combien de temps? Combien de temps avant qu'il s'en aille parce qu'il est pas bien ou qu'il décède, tout simplement? Il est bien en haut de l'espérance de vie des Américains moyens déjà en ce moment. Non, c'est vraiment spécial. Je trouve ça dommage. J'aurais aimé ça qu'on voit quelque chose de nouveau, qu'on ait au moins une relève politique, qu'on ait des gens plus jeunes, qu'on voit un peu, tu sais, qu'est-ce qui s'en vient dans l'espèce de pipeline de recrues de la politique américaine, qui sont les leaders de demain. Parce que du côté des républicains, ils s'avancent, puis c'est pas reluisant. Là. J.D. Vance, le colistier de M. Trump, est encore plus virulent que lui sur le sujet de l'immigration. Il compare les migrants qui rentrent dans le pays à du poison, à du venin. C'est de la rhétorique, là. Il les traite comme de la vermine. C'est vraiment une rhétorique que je trouve dangereuse. Vraiment. C'est ça, le reste de la politique américaine, il n'a même pas 40 ans, ce gars-là. Après ça, j'aimerais voir de quoi les démocrates sont capables, de quel bois les démocrates peuvent se chauffer. J'ai hâte de voir ça, mais sincèrement, pas rassuré par ce qui se passe en ce moment de ce côté-là de la frontière. Florence Lamoureux, gros merci. Merci.